Le chemin pour devenir dev n'est pas unique. Chaque dev a son parcours et pour la majorité, cela commence par du dev à petite échelle pour grandir petit à petit. Mais d'autres ont commencé dans un environnement vraiment spécifique avec d'emblée des contraintes hyper fortes. En sortir peut être complexe, surtout quand il s'agit de revenir à un environnement plus traditionnel. Mais alors, comment devient-on dev à l'armée ? Apprendre à une telle envergure ne perturbe-t-elle pas le référentiel plus tard ? Et surtout, le retour à la normalité est-il possible ? Pour répondre à ces questions de décollage, je ne reçois pas Maverick, mais il s'y connaît en aviation. François, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors François, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Alors bonjour, je m'appelle François Pasquet, j'ai 42 ans. Actuellement, je suis Technical Account Manager, donc je fais beaucoup de cloud, de FinOps, et j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait 15 ans d'armée, puis je me suis reconverti, et donc quelques années après, voilà, j'ai réussi à rentrer dans le nuage, dans le cloud. Ouais. C'est justement ça que moi j'ai trouvé assez intéressant dans ton parcours, c'est ce fait de commencer par l'armée, qui est quand même un environnement très, très spécifique, très particulier, qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup de contraintes, qui a beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de superlatifs. Et ce retour après au civil, que je trouve effectivement assez intéressant. On va creuser tout ça du coup au cours de cette discussion. Pour commencer, pourquoi tu as commencé par l'armée et tu y es rentré pour faire quoi et comment ? Alors, moi j'ai perdu mon père assez jeune et donc ça a perturbé pas mal ma scolarité au lycée. Et donc à un moment donné, j'ai eu 1 ou 2 ans où je voulais plus retourner à l'école. Donc j'étais pas très bien dans ma peau, j'étais pas très bien pour poursuivre mes études. Et puis à un moment donné, je me suis repris. J'ai passé mon bac en candidat libre. Et ensuite, je voulais devenir médecin. Donc j'ai fait une première année de médecine. Et c'était dur. C'était dur parce que j'étais boursier. Alors du coup, j'étais à la charge de ma mère. J'avais un petit peu d'argent des bourses. Et puis en même temps, je travaillais. Donc, je n'ai pas commencé maintenant, mais à l'époque, en fac de médecine, c'était cours le matin. Et puis après, l'après-midi, c'était pour étudier, quoi. Donc moi, l'après-midi, j'avais un petit boulot. Et puis après, quand je finissais mon petit boulot, j'allais à la bibliothèque. Et puis j'étudiais le soir. Et puis j'ai fait ça pendant 1 an. Et j'en pouvais plus, quoi. Enfin, j'étais sur les rotules, quoi. Et puis un jour, en rentrant de la bibliothèque, je passais devant, ça s'appelait, avant c'était les BAI, c'était les bureaux de recrutement de l'armée de l'air. Et il y avait un petit formulaire, une affiche sur la vitrine qui disait rentrez, on vous paye les études, vous serez payé pendant vos études et tout. Donc venez faire, il y avait toute une liste de métiers qui faisaient rêver, qui mettaient des étoiles dans les yeux. Et moi j'ai vu ça, je dis ouais, moi ça me plairait bien. Surtout que j'avais besoin d'être indépendant, j'avais besoin de gagner ma vie. L'armée, c'est quand même un des derniers endroits où il y a un ascenseur social. Il n'y en a plus beaucoup maintenant. Et puis voilà, c'est quand même dur. Et donc, je me suis inscrit, j'ai passé les tests, j'ai été pris. Et puis, j'y suis resté 15 ans. En fait, je fais carrière, j'étais de carrière. Donc, voilà. Et donc, tu as commencé sur quel métier ?
Alors, j'ai commencé, j'étais piou-piou, mécanicien, on appelait ça mécanophile. Au départ, moi, je voulais faire contrôleur aérien. Et puis, il n'y avait plus de place à ce moment-là dans la promo. Donc, on m'a dit, soit t'attends, mais c'était une attente on ne savait pas trop, soit 6 mois, 1 an, parce qu'il n'y avait pas des promos tout le temps. Soit on te propose, c'était l'aspect à l'époque, ça s'appelait 2200XX, enfin, ça fait pas trop rêver, mais enfin, c'était comme ça. 2200, c'était partie électronique. Donc soit il y avait 4 spé qui pouvaient se décliner au travers de ça. Il y avait radar, télécom, il y avait mécano-bord, et puis une autre que j'ai oubliée, ça fait longtemps. Et donc, moi, j'ai choisi télécom parce que déjà, je me projetais sur ma reconversion, sur l'après. Euh, euh, et j'ai bien fait. J'ai bien fait. C'est-à-dire que tu considérais que c'était des métiers d'avenir et que du coup, c'était là-dessus qu'il fallait te former. Ah ouais, complètement. Ouais. Parce que radar, c'était intéressant. Mécano-bord, c'est sûr que c'est hyper sympa de bosser sur... À l'époque, c'était sur Mirage 2000, il n'y avait pas de Rafale encore. Donc ça fait vraiment bien rêver. Surtout que tu es affecté dans un escadron, tu vas faire des OPEX, tu voyages, tu vois du monde, tu côtoies les pilotes, tu peux faire des vols aussi, ça peut arriver. Donc c'est super chouette, quoi. Ouais. Mais, Et puis, on parle quand même d'avions de chasse, donc c'est quand même, en termes d'ingénierie, ça fait rêver. Ouais. C'est des beaux avions, hein, toujours. Hein, les Mirage, oui, les Rafales. Mirage 2000, Rafale, j'ai une préférence de cœur pour le Mirage 2000. Hein. Enfin, c'est super avions, quoi. Et donc, voilà, je me suis dit, je me suis projeté, je me suis dit, ce serait bien, qu'est-ce que tu vas faire après ? Et voilà, parce qu'au départ, l'armée, il te propose pas une carrière. Il te propose un contrat, un CDD. Tu en fais 1, 2, et après tu postules pour être de carrière. Okay. Donc, pour avoir un CDI, en fait. Quoi. Et donc là, moi, j'avais un premier CDD de 6 ans. Et puis, au départ, j'ai commencé, comme je te disais, piou-piou, j'étais mécanophile. Donc, je tirais des câbles, je faisais de la téléphonie, de la radio... on allait sur les pistes, on s'occupait de tout ce qui était aide à l'atterrissage des avions. On allait dans les tours de contrôle, on s'occupait de tout ce qui était télécom, autocommutateur. À l'époque, c'était des trucs avec des cartes, assez old school. Ouais. Surtout à l'armée, avec des systèmes assez anciens, mais ce qui était fun, quoi. Voilà, parce que on touchait les choses, on pouvait les réparer, on pouvait ressouder des composants, voilà. C'était, il y avait une vraie dimension de mécano, en fait. Ah ouais, il y avait vraiment une vraie dimension de mécano. Donc, quand tu ouvrais le capot, quoi. Ouais. C'était vraiment... il fallait changer la carte chiffre, il fallait des fois repositionner la clé de chiffrement, c'était par Repositionner la clé de chiffrement ? Ouais, parce que c'était on appelait ça des TM30. Alors, c'est vieux, hein, c'était des grosses machines de 20-25 kilos qui servaient en fait à échanger des messages cryptés. Ouais. Mais c'était hyper old school. Hein, mais en fait, donc c'est-à-dire que la clé de chiffrement, c'était un élément physique qui contenait la clé de chiffrement qu'il fallait parfois... Mais c'est le replacer que je comprends pas. En fait, il fallait la clé de chiffrement à changer, elle était régulièrement remplacée. Et donc, il fallait la recharger dans la carte de chiffrement au travers d'une feuille de papier avec des trous. Ok. Tu vois ? Donc vraiment à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Mais ça, j'ai pas connu ça très longtemps parce que ça a vite évolué. Mais c'était on était dans une phase de transition où on sortait d'un système pour en instaurer un autre. Donc moi, j'ai eu la chance de connaître ce moment-là. Parce que tu vois l'avant et tu vois l'après, et puis tu évolues en même temps. Et c'était fun, c'était chouette. Hein, de faire ça. De manière vraiment très, très, très naïve, est-ce que... parce que du coup, si je comprends bien, toi, tu venais d'arrêter médecine, donc tu étais parti sur un chemin de carrière très, très différent. Ouais. Tu te retrouves à devoir, du coup, notamment changer des clés de chiffrement. Est-ce que dans la formation qui t'a été donnée par l'armée, est-ce qu'on t'expliquait, du coup, la mécanique d'une clé de chiffrement, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et compagnie ? On te disait juste,
t'as ce truc-là, voilà comment faut le faire, et tu vois, sans chercher à... Alors oui et non, en fait, la formation elle est quand même solide. Donc j'en ai un peu bavé d'ailleurs parce que j'avais jamais fait d'électronique. Donc quand je suis arrivé à l'école de formation, on te met direct la pression avec tu as des devoirs à faire, tu as une moyenne minimum à avoir. Si tu es en dessous de 12, tu avais des TIC, des travaux d'intérêt commun. Tu étais bloqué le week-end, enfin voilà, enfin, c'était des fois drôle, des fois moins drôle. Ça dépend si tu étais avec tes copains ou pas. Ça rendait la chose ludique, parce que quand tu es puni à plusieurs, enfin, c'est toujours plus fun. Et donc, on t'expliquait les bases de tout ça. Après, comme il y a un scope de matériel, de compétences hyper vaste, c'était dur de tout couvrir à l'école, donc tu apprenais après en faisant. Mais c'était surtout dans l'armée de l'air, il y avait un système de parrainage. C'est-à-dire que tu n'étais jamais, quelle que soit la spécialité. Donc tu étais toujours accompagné par quelqu'un de senior qui te guidait et qui te montrait comment il fallait faire. Et c'est en ça que tu devenais après indépendant. Et donc ça j'aimais beaucoup. C'était la transmission de la connaissance au travers de l'expérience. Et en même temps, bah, tu te liais d'amitié, tu créais des liens avec les gens avec qui tu travaillais. Ouais. Donc ça c'était super chouette. Moi j'avais une marraine qui m'a tout appris. Elle était super, elle était géniale. J'aimerais bien d'ailleurs reprendre contact avec. Enfin, j'ai essayé de retrouver. Elle était plus dans l'annuaire. Donc je sais pas ce qu'elle est devenue, mais qu'est-ce qu'elle était chouette, quoi. Elle était vraiment sympa. Elle m'a tout montré, tout appris. Derrière, après, ça te lance, ça te met en confiance. Et après, c'est toi qui deviens parrain. Donc c'est à toi de montrer après, parce qu'il y a un cahier de parrainage avec un suivi. Donc au départ, t'es breveté élémentaire. Après, t'es lâché au bout d'un certain temps. Après, tu passes ton BS, ton brevet supérieur. Donc, tu as d'autres examens. Donc, tu as tout un suivi pour ton évolution en technique, quoi. Ouais. Donc, Mais donc, du coup, sur les tâches que vous étiez amené à effectuer, est-ce qu'on vous expliquait le fonctionnement global, le contexte dans lequel ça s'inscrivait, ou c'était vraiment, voilà la manipulation à faire et tu n'as pas besoin de savoir le reste? Alors, ça dépend du contexte et ça dépend avec qui tu tombes. Il y en a avec qui c'est ultra précis, on va tout expliquer de A à Z. Et puis, si tu tombes dans une unité où soit il n'y a pas le temps, ou soit parce qu'à une époque, moi je me souviens quand je suis arrivé dans ma première unité, c'était en région parisienne, il y avait des problèmes de mutation. Donc, l'armée de l'air, les RH de l'armée de l'air, ils n'arrivaient pas à muter les seniors, les gens qui avaient un peu plus d'expérience, sur les bases de la région parisienne. Parce qu'ils arrivaient à un certain moment de leur carrière, ils étaient installés par exemple à Bordeaux, à Mont-de-Marsan, dans les bases du Sud, et on leur disait tac au tac, mutation, salut, t'es muté à Ballard, salut, t'es muté à Villacoublay, donc ça fait pas plaisir. Ouais. Et donc ils disaient non, moi je veux pas y aller, ma femme ou mon mari, ils ont un travail, on a une maison, on déménage pas, je quitte l'armée, je pose la casquette, je quitte l'armée. Donc ils se retrouvaient avec plein de cas comme ça, où il n'y avait pas de sergent-chef, il n'y a pas d'adjudant, il n'y a pas d'adjudant-chef. Et donc, c'était le plus vieux des sergents, c'était le plus vieux des jeunes qui prenait le lead, quoi. Ouais. Donc, quand tu arrives là-dedans, le plus vieux des jeunes, il n'en sait pas beaucoup plus que toi. Donc, des fois, tu te retrouvais seul à gérer des trucs souvent hyper importants. Donc, tu avais une sorte de pression positive, quoi, parce Ouais. que c'était un stress positif. Mais dans ces cas-là, effectivement, tu n'étais pas forcément hyper accompagné. Donc, de toute manière, dans le parcours militaire, et ça fait partie de la French Touch, comme on dit, c'est que on est hyper débrouillard. Voilà, on est vraiment, on s'adapte, quoi. Et ça, c'est la clé du militaire, c'est s'adapter. Le fameux, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ah C'est ouais, ça, des idées, on en avait plein. Je peux Ouais. dire que... Ah ouais. On avait plein. Je me souviens, à une époque, on allait échanger nos rations de combat contre des bouteilles de Jack Daniels avec les Américains, parce que leurs rations de combat sont dégueulasses.
Les nôtres, elles sont super top, hyper bonnes. Par contre, on n'a rien à boire. Donc, voilà, on trouvait faisait des petits échanges comme ça, tu vois. Mais tu vois, quand tu parles aussi d'idées ou de solutions de contournement, du coup, moi, je sais pas pourquoi, je pense un peu bricolage. Ouais. Est-ce que dans un contexte de l'armée, de la défense, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir du bricolage ou tu as quand même des contraintes de sécurité Non. Enfin, ouais, il y a quand même des grosses contraintes de sécurité et surtout, les systèmes, c'est sérieux, quoi. Quand je parle de bricolage, c'est plus par rapport aux contraintes de l'administration. Parce qu'en fait, le ministère de la Défense, on a un statut de militaire, mais on est quand même soumis à des budgets. Donc, il y en a qui sont plus ou moins bien dotés. Donc, il y a des fois, il y a de l'argent, donc tu as ce qu'il faut. Puis, des fois, il y a moins d'argent, donc tu fais avec ce qu'il y a. Ouais. Donc, tu t'adaptes. Donc, voilà, il faut avoir des idées. Ou quand tu es en OPEX et que tu n'as pas forcément la logistique qui peut être là et que tu as des contraintes opérationnelles et qu'il faut que ça marche, là, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu trouves le workaround, il faut que tu trouves l'idée qui va faire en sorte que ça va fonctionner et la mission, elle sera remplie, quoi. Ouais. OPEX, j'imagine, opération extérieure. Oui, ouais, voilà. OPEX, opération, ouais. Alors donc du coup, tu rentres sur ce rôle que je trouve assez marrant comme terme de mécano-câble, mais ça montre bien ce côté très, très effectivement mécanique du câblage, en tout cas à l'époque. Comment tu as évolué et du coup vers quoi dans cette grande dame, comme on dit? Alors, l'évolution, elle s'est faite de manière naturelle parce que il y a eu ce qu'on appelle une refonte des spécialités. Donc, mon numéro de SPE, il a changé. C'était plus 22 parce que télécom, c'était 22-29. Et donc, de 22-29, je suis passé à 8000, 8002. Donc, c'était 8001, 8002, 8003, jusqu'à 8005, je crois, à l'époque. Et donc, en fait, ils ont, en même temps que le métier évoluait, ils ont fait évoluer les spécialités. Et donc, l'aspect mécanophile, elle n'avait plus lieu d'être. Et donc, c'était une spé qui est devenue, tu pouvais choisir être administrateur réseau système. Donc, 8002, c'était ça. Donc, on avait instauré le réseau intradef, le réseau intraced. Donc, tu avais les réseaux militaires, en fait. Il y avait un cœur de réseau sur chaque base aérienne qui passait par ce qu'on appelait le réseau Socrate à l'époque. Je crois que ça existait toujours. C'était le réseau qui reliait tous les sites militaires entre eux. Et donc, il fallait, au travers du réseau physique, il y avait toute une étape de configuration. Il fallait, on avait installé ce qu'on appelait le RP2 sur les bases aériennes où c'était des RJ45 partout qui pouvaient accueillir la téléphonie, l'informatique, enfin tout. Réseau précablé polyvalent, c'était ça s'appelait à l'époque. Et donc, moi j'ai fait le choix de me dire, déjà là, les ordinateurs m'intéressaient beaucoup, le réseau m'intéressait beaucoup parce que on parlait entre nous, je voyais un peu ce que faisaient les autres aussi ailleurs. Et je me suis dit, j'aimerais bien me diriger vers ça. Donc, il y avait l'aspect système on commençait à mettre du Linux partout, on commençait à mettre ce genre de choses. Et moi, j'y voyais mon intérêt aussi, parce que j'ai vu que c'était le futur. Donc, je me suis dit, si je mets les pieds là-dedans, j'évoluerai avec ça. Okay. Donc, voilà. Et du coup, c'est une formation, enfin, c'est une évolution qui s'est faite au travers de la pratique, ou tu as eu des formations qui t'ont amené sur ces métiers-là? Il y a eu un peu de formation, mais c'était beaucoup de pratique. Et c'était aussi j'ai beaucoup appris tout seul. Donc, je me suis acheté un ordi, je me suis acheté des bouquins. Il y avait pas encore beaucoup de e-learning comme il y a maintenant les grosses plateformes. J'aurais adoré avoir Cloud Guru, j'aurais adoré avoir CBT Nuggets, j'aurais adoré avoir ce genre de trucs à dispo. Mais il n'y avait pas ça à cette époque-là. Donc, si tu voulais apprendre à faire du réseau, tu veux passer le CCNA, tu t'achetais les 2 gros bouquins Cisco que fallait se les farcir. Après, j'avais acheté sur eBay, j'avais acheté des switches,
j'avais acheté des routeurs, je branchais ça dans mon salon, ça faisait un boucan d'enfer. Il y avait des câbles de partout. Ma copine à l'époque, elle pétait un câble. Enfin, voilà, c'était. Voilà, tu mets ça dans ton salon. Quand tu branches, enfin, tu vois ce que ça fait comme bruit quand tu le démarres. Oui, Enfin, ça souffle assez vite. ouais, ça souffle assez vite. Donc après, il fallait tester. Tu avais des labs. Donc, j'ai fait ça. Enfin, j'ai commencé comme ça, quoi. Parce que du coup, au sein de l'armée, en fait, t'as pas le contexte pour pouvoir apprendre. C'est que tout est déjà. Bah, T'as un contexte de production qui est très particulier. mais il n'y a quoi. pas de pré-prod à l'armée. Ouais. Donc, du Ah coup, bon à ce moment-là, il n'y avait pas trop de pré-prod. Hein. Juste, c'était à quelle époque pour nous faire un peu peur Ah, ou... bah, c'était il y a. Enfin, quand je dis il n'y a pas de pré-prod, les concepts qu'on a maintenant de bonnes pratiques, la CICD, ça n'existait pas. Hein. Il n'y avait pas de. Oui, mais ça n'existait pas tout court ou ça n'existait pas à l'armée? Ah, ben ça n'existait pas tout court, et puis Ok. encore moins à l'armée. Parce que c'était pas encore dans les bonnes. C'était pas enfin, culturellement, c'était pas appliqué. Hmm. Euh, enfin, il y avait beaucoup l'aspect aussi industriel, c'est-à-dire que euh, il y avait des boîtes comme Thales, Safran, etc. Chez qui on achetait des systèmes. Donc les systèmes, ils étaient aussi intégrés par ce genre d'entreprise-là. Donc tu avais ce côté technique et de connaissances qui était amené par les ingénieurs qui concevaient ces systèmes-là, que toi, en tant que militaire, tu opérais, tu administrais, donc tu apprenais au travers de ça. Mais il n'y avait pas sur chaque base aérienne. Après, tu pouvais. Tu allais chercher un routeur sur une étagère, machin, tu pouvais te faire des choses comme ça. Mais enfin, dans une unité, tu es quand même un certain nombre. Si chacun commence à faire ah ben tiens, je vais aller me chercher un routeur, je vais me mettre dans un coin et puis c'est parti. Enfin, c'est pas possible. Tu Ouais. peux pas appliquer ça à tout le monde, quoi. Donc, tu es obligé de trouver des moyens pour apprendre de ton côté parce que tu avais aussi une envie de comprendre et de progresser. Donc chacun, il y avait une émulation aussi. C'est-à-dire que, putain, lui, il a fait ça et tout. Moi, j'ai envie de le comprendre. Il me parle de spanning tree, il me parle de routage dynamique. Mais je sais pas ce que c'est l'OSPF. Et donc, voilà, donc tu avais envie aussi de voir ça de ton côté. Et comme tu fais pas ce que tu veux, donc tu as quand même. Et c'est normal, hein, tu as des tâches à faire, tu as un boulot à faire. Ce qui compte, c'est la mission. Donc tu peux pas te permettre de mettre en danger la prod. Tiens, j'ai envie de tester ça. Qu'est-ce que ça fait si je coupe ça? Enfin, non, mais c'est pas possible. Donc à cette époque-là, il y avait pas. Ça commençait à arriver, tu vois, tu avais une virtualisation des OS, des routeurs via GNS3, je sais pas si tu connais, que tu installais, c'était horrible à installer. Et donc en fait, tu pouvais tester, tu pouvais te faire une cartographie de routeurs et de switch, et puis tu pouvais tester des configurations, du versioning, tu pouvais faire des mises à jour, tu pouvais faire, enfin voilà, et puis t'apprenais en faisant. Donc Ouais. voilà. Donc il y avait toujours cette histoire de ceux qui avaient la pratique parfois échanger. Il y avait aussi cette histoire de il y en a qui échangeaient pas trop parce qu'il y avait la rétention d'informations, mais ça c'est partout. Et puis il y avait cette histoire de il n'y a pas de matériel pour tout le monde pour apprendre. Donc il y avait certes des stages à disposition, tu pouvais demander mais tout ça c'est limité. Voilà, donc voilà. C'est compliqué. Ouais. L'administration, c'est compliqué. Il y a surtout un aspect, en fait, moi, qui m'intrigue, j'ai envie de dire, sur cette... c'est le fait d'apprendre ces métiers dans ce contexte si particulier qui est l'armée. C'est ce que j'essaie un petit peu de dire en intro, c'est que d'un côté, l'armée, on le sait, a quand même des budgets... alors certes, je ne vais pas lancer dans un débat politique, il y a des gens qui diront qu'il n'y a pas assez, d'autres diront qu'il y a trop, mais on peut quand même dire que l'armée a quand même un budget plus que conséquent. Il y a certes beaucoup de choses à financer et à payer, mais bon, il y a quand même du coup des moyens
non négligeable. On parle quand même de la sécurité de l'État, donc il y a quand même des moyens qui sont mis. J'imagine que quand tu es arrivé, les notions de sécurité réseau et sécurité informatique, c'était déjà des problématiques sérieuses Ah oui, pour l'armée. Et du coup, je me dis que toi, tu débarques dans un monde où tu apprends le métier dans un contexte où, d'un côté, il y a beaucoup de moyens, parce que c'est hyper stratégique d'avoir des moyens pour, et en même temps, tu as des contraintes que tu retrouves nulle part, en fait. Enfin, nulle part, on s'entend, mais tu vois, le niveau de contrainte d'une armée, d'un pays comme la France, est forcément bien au-delà de 99,9% des entreprises que tu as dans le monde du privé. oui, bien sûr. Donc du coup, tu es dans un... Tu vois, t'es dans un espèce de monde merveilleux avec plein de moyens, des contraintes techniques extrêmement fortes qui du coup forcément sont hyper intéressantes. Mhm. Mais en même temps, je me dis, apprendre dans ce contexte-là, ça fait une marche quand même assez importante à passer, non, parce que du coup, t'as des trucs à mettre en place qui sont quand même assez trapus, non? Bien sûr, bah oui, complètement. Et puis, il y a un super bon côté aussi, c'est que bon, une carrière, ça vient de son travail, mais c'est aussi un peu de chance. Donc, si tu rencontres les bonnes personnes au bon endroit, bah, c'est un accélérateur. Donc, et que t'es dans le bon timing, c'est-à-dire que tu vas arriver dans une unité où, ah ben tiens, on va créer ce projet-là, on va le mettre en place, t'en fais partie, donc tu vas bénéficier de tout cet élan où tu vas avoir des budgets pour acheter du matériel, tu vas avoir du temps pour pouvoir faire des tests, tu vas pouvoir discuter avec des gens qui ont la connaissance chez les industriels ou au sein des armées parce qu'il y a des ingénieurs très compétents aussi et des gens, des militaires très compétents. Donc quand tu es dans ce contexte-là, bah, c'est génial. Quand tu es dans un contexte où, comme tu dis, bah, euh, ça peut être un frein parce que tu as quand même des guidelines qui sont assez strictes en termes de sécurité. Bah oui, mais c'est normal. Apprendre dans ce contexte-là, euh, ça laisse pas beaucoup enfin, l'ouverture, elle n'est pas non plus très grande parce que la flexibilité, elle est très réduite parce que ça met en danger tout le système. Donc, tu te dois de suivre la conduite à tenir, enfin, les bonnes pratiques. Tu ne peux pas en déroger. Euh, donc, quand tu es dans ce côté-là, où ça peut être très vite frustrant, et c'est en ça que derrière, ben, ça peut soit t'éteindre ou soit te faire exploser en termes de... Ben, comme moi, où tu vas acheter des choses, tu vas faire toi-même, en fait. Tu vas trouver... ok, vous voulez pas que je fasse, mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller autrement. Mais en sachant Voilà. que du coup, quand tu achètes ton matos toi-même et que tu fais toi-même dans ton salon, bah du coup, mathématiquement, t'as pas les mêmes moyens. Non. T'achètes pas le même matos que ce que tu as à l'armée. Enfin, tu vois, c'est pas la Non, même. c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Donc, tu apprends effectivement plein de choses. Ça, c'est indéniable. Et moi, c'est pour ça que je fais ce podcast. Hein. Je trouve qu'apprendre des choses en dehors de son métier, c'est peut-être d'aller chercher plus, comprendre plus. C'est moi ce qui m'anime. Hein. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Mais du coup, ouais, toi, ce que tu apprends, est-ce que c'est directement applicable dans ton contexte professionnel? Oui, parce que bah, les couches du modèle OSI, c'est les mêmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, les fondamentaux sont les les mêmes. fondamentaux sont les mêmes. Un routage dynamique dans le civil ou dans le militaire, bah, c'est pareil. C'est des contraintes appliquées à cette technique qui sont plus strictes et beaucoup plus encadrées. Ok. Si tu vas, il faut, par exemple, tu peux apprendre plein de choses en lisant tout ce qui est publié par l'ANSSI. Et c'est en ça que bah, c'est quand même intéressant de bénéficier de leur expertise aussi. De toute façon, en plus, c'est obligatoire. Donc, t'as pas le choix, d'aller dans ce sens-là, quoi. Donc, et puis, pour moi, ça a été plus une source de motivation plutôt qu'un frein. Donc, j'ai toujours vu ça comme un moyen de m'extraire de mon quotidien
voilà, parce que derrière, ce qu'il faut se dire, c'est que des mauvaises décisions, il y en a. Hein. Enfin, je veux dire, de l'argent mal dépensé, il y en a. Hein. Enfin, Mais ça, c'est pas mal pas de le exclusif dire. à l'armée. Hein. Et puis, c'est pas exclusif à l'armée. Non, 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 mais c'est enfin, je veux dire, c'est dans le monde dans le enfin, dans l'administration française, c'est pas un secret de dire que bah, il y a du gaspillage et il y a des mauvaises décisions. Et effectivement, bah oui, il y en a. Et de l'argent mal dépensé, oui, il y en a. Tu prends l'exemple, et ça, on en a tous souffert. Il y avait le logiciel de paiement qui s'appelait Louvois, mais c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, ce truc. Et moi, je me comprenais pas comment ça... Et on se regardait, mais comment c'est possible? Et à côté de ça, ben, il y a des trucs géniaux qui se font. Mais ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est inhérent au fonctionnement d'une administration. Ouais. Voilà. Du coup, tu as fait en tout 15 ans, c'est ça, au sein de, Ouais. au sein de l'armée. Ouais. Ces évolutions de carrière, est-ce qu'elles sont corrélées à des évolutions de grade aussi? Alors, oui et non. Moi, ce qui un peu me... Quand j'étais jeune, ça me posait pas de problème. Et puis, plus en vieillissant, et plus en ayant des compétences, en m'instruisant tout seul, ben, je me rendais compte que ben, ça ne m'apportait rien en termes de carrière. C'est-à-dire que c'est un des côtés aussi que j'espère que ça évolue ou que ça va évoluer, c'est qu'on va pas mettre en valeur les compétences des gens. C'est-à-dire que ça c'est normal, le grade prime avant tout. Donc tu peux avoir toutes les certifs du monde, être le meilleur dans ce que en technique, c'est pas pour ça. Et si tu as un grade, si t'as pas le grade qui va, bah, tu n'auras pas de fonction de lead. Ouais. Mais enfin, le grade, j'imagine que, par exemple, je sais pas, un lieutenant, j'ai aucune idée des grades, un lieutenant n'aura pas la capacité à contredire un expert réseau en disant moi je suis lieutenant. Mais qui aura le dernier mot? C'est le lieutenant. Même c'est le plus gradé. Même s'il y a une expertise technique. Bah après, ça dépend de l'état d'esprit du lieutenant que tu as en face de toi. Okay. Hein. C'est comme partout. Et et d'ailleurs, c'était même marqué des fois sur les bureaux. Règle numéro 1, le chef a raison. Règle numéro 2, le chef a raison. Règle numéro 3, si tu as un doute, le chef a raison. Alors, ça peut... Alors, en fait, moi, à un moment donné, ce qui m'a beaucoup dérangé dans ma carrière, dans mon évolution, c'est que on applique des concepts de management identiques partout. C'est-à-dire que pour moi, on ne parle pas à quelqu'un qui est sur le terrain en zone de guerre à dire tu vas là, tu te postes là, à donner des ordres précis, parce qu'il en va aussi de la vie des autres et du succès de la mission, comme on parle à des administrateurs réseau dans un bureau. Ouais. Faut quand même s'adapter au contexte et puis s'adapter à son auditoire. Moi, souvent, on me disait, ça c'était les vieux de la vieille qui disaient ça, on n'était pas payé pour réfléchir. Ben si, quand même un peu. Excuse-moi, mais quand tu es en train de vérifier une configuration d'un routeur, il faut quand même que tu réfléchisses un peu. Donc oui, on est payé un peu à réfléchir. Il y a des contextes où c'est nécessaire effectivement que tu ne réfléchisses pas et que tu agisses par automatisme. Bien sûr. Mais quand tu es dans un bureau effectivement en train d'installer un routeur, on est d'accord qu'il faut... Exactement. Mais être militaire, ça n'empêche pas d'être intelligent. Hein. Enfin, ouais, il n'y a pas de corrélation. Donc on peut aussi avoir, selon le contexte, avoir s'adapter en fonction de la situation, tu vois. Donc il y a une norme hiérarchique
il y a des grades, ta solde, elle est fonction de ton grade. Voilà, ok, tu obéis aux règles du jeu, très bien. Mais après, dans le contexte du travail, on peut quand même trouver, selon là où tu es, des choses à- tu peux adapter ton mode de management. Ouais. Voilà. Donc, tu Et peux dire oui, mon lieutenant, en ayant une discussion. Le challenge, par exemple, ça, c'est pas possible. Tu ne challenges pas la décision. Ou si tu challenges, tu te mets en danger. Dire que attention à ta notation, attention. ou alors tu peux challenger la décision de quelqu'un qui a un rang inférieur au tien. Ouais, ça, oui, ça se fait, quoi. Ça. Ça peut se faire plus ou moins diplomatiquement, hein. Ouais, moi, ça m'est arrivé, des fois, ça se finissait, c'était chaud, hein. Ouais, plusieurs fois, je me souviens, on avait, sur nos tenues, on avait sur la tenue de mécano, t'as on appelle ça ton graton, ton scratch ou t'as ton grade. Et des fois, ça se finit, t'arraches le graton, tu dis, il n'y a plus de grade, viens, on en discute, et on va dehors, on va finir la discussion dehors. Et tout. Enfin, tu sais, des fois, c'est comme ça. Alors, enfin, Ce qui ne fait pas avancer le sujet non ce qui plus. fait pas avancer le sujet, ça peut être une bonne école, comme ça peut être aussi fatigant au bout d'un moment, quoi. Enfin, Ouais. tout peut pas se régler comme ça, quoi. Et du coup, toi, au bout de 15 ans, tu as évolué vers quel type déjà de rôle et de responsabilité? Alors, moi, après, je me suis toujours pris en main, en fait. J'ai jamais cru, hein, euh, je travaille bien, je suis un bon élément, donc j'aurai une bonne mutation. Hein. J'ai jamais cru à ce truc-là. T'es un numéro sur une ligne Excel, et puis ben, t'as un certain niveau d'ancienneté, ça fait tant d'années que t'es là, ça fait, voilà, tu peux faire tu peux remplir des desiderata pour tes mutations, mais moi j'ai jamais voulu trop être tributaire de ça. Donc après c'est un choix, hein. Donc à un moment donné, sur l'intradev, t'as une banque Mhm. de jobs qui cherchent sergent-chef BS pour unité à telle base aérienne pour faire ce job. Voilà. Alors t'es là, c'est chouette. Je poste ma candidature. Tu passes des entretiens, t'es pris, trop bien, t'es muté. Voilà. Et c'est toi qui maîtrises ta carrière. Ok. Donc, j'ai toujours été comme ça, moi. J'ai quasi jamais subi une mutation. C'est toujours moi qui ai choisi là où je voulais aller. Et ça, pour moi, c'était très important. Euh, donc, j'ai fait plusieurs fois ça, et ça a marché plusieurs fois. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans une unité hyper intéressante où ben, je suivais le président de la République dans ses déplacements. Et donc, on était dans l'avion avec lui, et on était aussi au sol quand il se déplaçait, parce que ben, le président, il a toujours besoin d'avoir un moyen de télécom sécurisé. C'est normal. Euh, C'est la base, c'est hein. la base, hein. Enfin, voilà. C'est complètement assumé, et c'est toujours très bien fait. C'est génial comme expérience. Oui, parce que du coup, toi, tu te retrouves sur le terrain à faire en sorte que la connexion soit toujours Ouais. up and running. Et ton client, c'est le président de la Ouais. République. Et du coup, tu te retrouves dans des terrains, enfin, Ouais, ça peut être tout et n'importe quoi. ouais. Et donc, tu es face à des. Enfin, j'imagine que tu es à peu près. Enfin, moi, j'ai une panne réseau, je redémarre ma box. Toi, j'imagine que tu as plus de solutions que ça, que Ouais. juste redémarrer la box. Ouais, il y a plein de solutions. C'est des solutions très modernes, c'est des solutions hyper sécurisées, c'est des solutions qui sont toujours à la pointe. Donc ça, c'est vraiment... là, ouais, là, ça te porte, quoi. Là, Ouais. là, tu œuvres pour un truc, en plus, voilà, pour une cause importante. Donc, en ça, c'est vraiment... Tu vas rentrer... Je suis rentré à la Maison Blanche. Après, j'ai fait une mission en Libye. J'ai fait tu vois, tu passes des trucs à... Ouais. Voilà. Donc, j'ai fait les 5 continents.
c'était génial. Ouais, Voilà. j'imagine. C'était top comme expérience. Et les collègues que j'avais étaient vraiment, on était proches, on vivait les mêmes choses au même moment. Euh, voilà, on était une bonne équipe, vraiment. Ouais, c'était... Mais du coup, vous devez avoir une capacité à résoudre Ah ouais, tout, en fait, absolument. t'es testé là-dessus. Hein. Enfin, les entretiens, c'est aussi comment tu réagis face à la pression. Il y a des appels hyper importants. Il y a des trucs Est-ce que vous aviez des SLA En fait, il n'y a pas de SLA, c'est pour hier. On te demande un truc, il faut que ce soit... Ouais. Ouais. C'est que c'est proactivité. C'est qu'il ne faut même pas envisager que ça ne marche pas. Donc, de toute manière, tu as un plan A, tu as un plan B, tu as un plan C. Tu t'organises, tu te projettes, tu fais un rétro-planning, tu envisages toutes les possibilités. Vraiment, Ouais. tu t'adaptes. Quoi, Parce que dans le hosting, on parle des X9s. Où on te dit bah, que... c'est ça, en fait. Mais du coup, toi, tu as le droit à combien de... Nous, on est high availability en humain, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Bah, combien on a droit à... T'as le droit à combien de secondes d'indisponibilité par an sur un service comme ça? Oh, en fait, t'as droit à rien. En fait, la mission, il faut qu'elle soit remplie tout le temps, quoi. Ok. T'as pas le droit à l'échec. Et c'est normal, en fait. C'est normal. Oui, c'est un contexte effectivement hyper précis. On attend de toi que tu sois apte à répondre à ce genre de pression et de sollicitation. Donc, il faut que tu sois... je te dis, tu es testé là-dessus. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a amené à décider de partir de l'armée? Déjà, j'étais beaucoup à l'extérieur. Donc, pour construire une famille, c'est quand même pas facile. Ensuite, il y avait quand même l'aspect financier. Parce que... faut le dire, hein, c'est pas payé à la hauteur des responsabilités. Même dans un contexte comme la communication du président, où du coup tu es en déplacement tout le temps. Je t'invite à aller demander combien gagne un garde du corps, hein, tu verras. Enfin, je veux dire, t'es porté par la mission, mais au bout d'un moment, déjà tu fatigues, et puis t'as envie de construire ta vie aussi. Hein. Tu vois les autres évoluer. Moi, mes copains, ils étaient tous propriétaires, ils avaient tous des bonnes places. Je les voyais évoluer dans leur vie, et puis certes, j'ai vécu des choses extraordinaires, mais à un moment donné, j'avais besoin d'évoluer aussi de ce côté-là de ma vie. Donc voilà, en vieillissant, déjà, t'as une certaine lassitude qui s'installe, et avant d'être dans un moment de ta vie où tu vas à reculons, j'ai préféré prendre les devants et puis de me dire il faut que je change. Donc j'ai eu une opportunité au travers de mes collègues qui sont mes collègues industriels qui opéraient sur les systèmes, et puis au détour d'un soir on buvait une bière ensemble après la journée. Et puis, j'étais fatigué, et puis j'aurais dit, faudrait que je pense à l'après, quoi. Et ils m'ont dit, viens avec nous. Voilà. Donc, j'ai décidé de poser la casquette, comme on dit, et puis de tomber l'uniforme et de passer de l'autre côté. Donc, c'était une bonne transition pour moi, un bon tremplin. Ça m'a mis le pied à l'étrier au monde civil. Et j'ai adoré ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, quand tu es dans ce genre d'emploi, ça va s'arrêter. Un jour, ça va s'arrêter. Donc, plutôt que d'être dans la nostalgie, je préfère être dans la proactivité et d'aller de l'avant. Voilà. Alors, en sachant que tout le monde ne le sait peut-être pas forcément, mais du coup, quand tu es militaire, tu es du coup fonctionnaire de la fonction publique. Enfin, tu as le statut de militaire. Ouais. C'est pas fonctionnaire, tu es statut militaire. Ouais. Mais du coup,
as le même contexte, c'est-à-dire que tu peux pas démissionner comme tu veux. C'est-à-dire qu'il faut Non. que ta démission soit acceptée Ouais. et elle peut être refusée Ouais. par l'état-major. Ouais, elle peut être refusée. Hmm. Ouais. Selon le contexte, l'État peut invoquer, si tu es une spé déficitaire et que, pour raison de service, bon, ça peut s'entendre, hein. Ouais. Après, des fois, ils se cachent derrière leur petit doigt aussi, quoi. Donc, si l'aspect déficitaire, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de proactivité dans le fait que on sait pas garder les gens. Si tu valorises pas les carrières et si tu valorises pas les compétences des gens, à un moment donné, on n'est pas con non plus, hein. On va voir ce qui se fait ailleurs, hein. Et puis quand tu discutes, que tu compares les salaires, tu dis, ah ouais, bon, ça m'allait jusque-là, mais mince, quoi. J'ai envie d'évoluer aussi, quoi. Ouais. Et puis, tu arrives à un grade où tu n'as plus de perspective. Enfin, je veux dire, avant, il y avait des carrières longues, très longues. Donc, quand tu étais de carrière, tu allais jusqu'à... quand tu es sous-officier, le dernier grade, c'est adjudant-chef. Après, tu as major. Et après, tu passes officier. Donc, quand tu arrives à un certain grade de sous-officier, soit tu passes le concours pour être major, soit tu passes le concours pour être officier rang. Donc derrière, après, tu es lieutenant, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, tu finis capitaine, voire des fois commandant. Mais tu restes dans l'armée, tu restes 25-30 ans. C'est dans ces projections-là, en fait. Donc ça peut aller à certains, et je pense qu'il faut de tout. Mais dans un contexte où on a des spé qui valent de l'or dehors, tu peux avoir, et je suis admiratif, enfin je veux dire, je dénigre personne, voilà, mais c'était plus pour moi à un moment donné, et je pense que il faut savoir aussi l'admettre, faut savoir se dire, maintenant j'ai fait mon chemin, j'ai fait ce que j'avais à faire, je passe à autre chose. Ouais. Mais des fois, t'es empêché de ça. Ouais, j'imagine. Donc, Et alors, du coup, comment se passe ce retour au civil où, du coup, alors certes, les contraintes sont peut-être moindres, mais du coup, il y a peut-être aussi moins de challenge technique ou de... Tu vois, comment est-ce que tu... y a moins de... C'est moins pimenté, quoi. C'est sûr que passer de on peut t'appeler dans 1 heure, tu dois être parti, à une routine, entre guillemets, où tu es en mode de travail en heure ouvrée, voilà, où tu n'as pas trop de surprises, c'est du confort. Moi, j'ai adoré. Personnellement, être de retour chez moi le soir en me disant j'ai pas besoin de regarder mon téléphone, j'ai pas besoin d'avoir ce stress-là, dire je suis d'astreinte ou... c'était super bien d'avoir des activités, de passer du temps avec ta famille, de prévoir des voyages, de te positionner aussi sur je vais peut-être pouvoir chercher un appartement à acheter, ou tu vois, voilà, construire ta vie en dehors de ta carrière, tout ce que tu pouvais pas faire avant, en fait. Donc pour moi, la transition, elle a été juste smooth. Voilà, c'était hyper facile. En plus, j'ai eu la chance d'être dans un contexte où je quittais l'armée. J'étais du coup de l'autre côté, puisque je suis passé du côté industriel. Et donc, je retrouvais... J'ai pas eu un changement de contexte à 180 degrés, quoi. J'étais toujours dans le même contexte de travail, mais avec une autre position. On m'appelait plus par mon grade, mais on m'appelait monsieur. Donc, ça, c'est bien aussi. Tu as des RH qui s'occupent de toi. T'es pas obligé de poser une permission pour avoir, même si ton chef doit l'accepter, pour poser des vacances. Voilà, enfin c'est une autre forme de vie, mais c'est aussi une forme de confort. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses dans l'organisation de l'armée qui te manquent dans le privé?
Où tu te dis ça quand même, c'était quand même... Ouais, il y a le fait que dans l'armée, tu baisses jamais les bras, en fait. T'es toujours... ben, t'as une forme de résilience qui est en toi, quoi. Ouais. Parce que c'est ce qu'on t'a passé comme éducation, en fait. Et en ça, je me souviens de un instructeur à l'école, je lui serai reconnaissant toute ma vie parce il m'a appris la vie, en fait. Euh, c'est cette discipline, ce respect, euh, ces valeurs. Voilà, tout ça, ça m'a été passé via ma période à l'école par mon instructeur. C'était l'adjudant Roux, Mhm. je m'en souviens encore. Qui était super. Il nous a appris comment être des bons militaires, comment être des adultes. Quand tu es militaire, t'apprends. Et c'est en ça que je me dis que le service militaire, c'était aussi utile à la société, parce que ça t'apprend la vie en collectivité, ça t'apprend à surmonter les difficultés, non pas que tu peux pas les apprendre en dehors, mais c'est un facilitateur, c'est un accélérateur, Mhm. c'est aussi une manière de tisser des liens. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont te raconter que le service militaire, ils l'ont passé derrière le bar à servir des bières parce qu'ils étaient chefs de la popote. Mais il y en a d'autres qui vont te dire c'était génial parce qu'ils étaient dans une unité hyper intéressante avec des gens qui leur ont appris plein de choses. Enfin, voilà, c'est un mélange de tout aussi. Mhm. Je veux dire, l'armée, c'est le microcosme de la société, hein. Ouais. Tu retrouves toutes les catégories sociales. Voilà. Donc, il y a des choses qui manquent de ce point de vue-là, de ce point de vue un peu discipline, où moi, je remettrai jamais en cause la parole de mon chef devant les autres. Mhm. Si j'ai un truc à lui dire, je vais le prendre en tant qu'adieu et puis on s'explique. Mais on va laver notre linge enfin, on lave le linge sale en famille, mais devant, on parle comme un sale homme. Mhm. Voilà. Devant les autres, on est ensemble. Mais on ne se dispute pas au milieu d'une réunion devant les autres. Voilà. Ouais, je vois. Voilà. Euh, Est-ce qu'à l'inverse, il y a certaines choses du coup que tu... Donc on a bien senti qu'il y a des choses effectivement que tu as de moins en moins supporté dans le contexte de l'armée et que tu es content d'avoir trouvé une situation différente dans le civil. Est-ce que parmi ces éléments-là, il y a des choses où tu te dis, ça ok, c'est mis dans le civil, mais malgré tout, c'est pas applicable au monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Pas forcément de te dire, ok, je comprends, c'est normal, au sein de l'armée, c'est un contexte qui est difficile, mais te dire, en fait, c'est que faire plus simple, c'est pas possible dans le contexte de l'armée. Ouais, j'avais pas mal réfléchi à ça, ouais, parce que à un moment donné, quand tu as une position où tu te remets en cause et que tu te demandes comment faire évoluer le système et que tu as des discussions avec des officiers ou tu as aussi des instances pour pouvoir t'exprimer dans les armées. Euh, Ça s'appelle, je crois, le CFM, où tu peux poser tes questions, tu as la parole, tu as une forme de parole, où tu peux aussi, il y a ce qu'on appelle les présidents de catégorie, euh, les PSO, le président des Mhm. sous-officiers, le PO, le président des officiers, où c'est quelqu'un qui va rassembler les questions et les réflexions des sous-officiers ou des officiers, et qui va après les transmettre plus haut. Et donc tu peux avoir une certaine forme de discussion au travers de cette instance-là. Et donc te dire, regardez ce qui fonctionne ailleurs, comment on pourrait l'adapter pour que ça fitte au monde militaire. Mhm. Notamment le mode de management. On peut peut-être trouver un autre mot pour dire challenger, et puis
éviter de se dire que le chef a toujours raison. Bah non, le chef, il n'a pas toujours raison. Pardon. Et qu'en fait, être un bon chef aussi, c'est savoir écouter les gens qui te reportent. Ouais. C'est prendre en compte leurs observations. Donc, en ça, tu peux aussi faire évoluer les mentalités dans les écoles. Et de se dire que y a peut-être une autre forme de management qui est possible selon le contexte, selon les situations, selon les métiers, parce qu'on peut parler de métier, parce que c'est une armée de professionnels. Donc on va pas parler pareil à un mécanicien qui va travailler sur la cellule moteur du Rafale à un opérateur radio qui va aller en zone de conflit. Ça ne veut pas dire qu'il mérite moins le respect. Ouais. Pas du tout. Ça veut dire qu'il y a un contexte professionnel qui s'applique à la manière dont tu lui adresses la parole, ou tu lui donnes des ordres, ou voilà, tu vois. Donc, en ça, moi, je discute encore avec des collègues qui sont des amis même, qui sont encore dans l'armée. Ça a du mal à évoluer. Voilà. Et c'est bien dommage. Parce que s'ils ont du mal à recruter, c'est aussi parce qu'il y a... Et s'ils ont du mal à garder les gens, c'est aussi pour ces raisons-là. Ouais. Voilà. J'entends. Pour terminer, donc tu nous disais dans le compilé qu'on a fait juste avant, que tu as un petit garçon alors, qui est encore très jeune, mais imaginons en quelques années, ton petit garçon te dit qu'il veut rejoindre l'armée pour faire un petit peu ce même parcours que toi, d'apprendre un métier au sein de l'armée. Est-ce que... certes, on peut se dire que dans 15 ans, ça aura beaucoup changé, mais est-ce que tu conseillerais à ton garçon de le faire ? Oui. Ah oui. Mais je lui conseillerais une spécialité, un parcours, comme quelqu'un qui a été dedans et qui sait ce qu'il faut faire, tu vois. Comme quelqu'un qui est dans le médical, qui va dire, prends pas trop cette branche-là, cette spécialité-là, va plutôt là. Voilà. Pour X raisons, hein. Mais complètement, hein. Moi, demain, si mon fils, il est pilote de Rafale, moi, je suis à fond, hein. Enfin, je veux dire... moi, je dis... Et s'il est opérateur radar en déploiement ? Si ça lui plaît, je veux dire, je vais pas aller à l'encontre, mais il aurait été informé. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis rentré dans l'armée, j'ai pas de famille qui est dans l'armée. Donc, je suis rentré tout seul, j'avais pas de référent. J'avais pas d'informations. Je savais pas ce qu'il fallait faire, tu vois. Donc, en ça, je lui dirais, par exemple, de mon parcours, sans dénigrer, toujours. J'ai été déployé sur des bâtiments dans la marine. J'ai adoré la marine. J'ai adoré mon expérience quand j'étais embarqué. Et c'est rare quelqu'un dans l'armée de l'air qui fait ça. Et j'ai eu la chance de le faire. Et j'ai adoré ça. J'ai un très bon ami qui était sous-marinier. Moi, je trouve que c'est une expérience... c'est fantastique. Enfin, quand il me racontait, il avait des étoiles dans les yeux. Je me dis, pourquoi j'ai pas fait ça ? Je le savais pas. Je savais pas qu'il y avait... Enfin, je connaissais pas. Si j'avais su, moi, j'aurais fait sous-marinier dans un SNA. Alors, c'est dur comme vie. Et puis, c'est quand même physiquement, je pense qu'il faut être fort. Ouais. Quoi. Et même psychologiquement, parce que t'es quand même enfermé. Ouais. Mais quelle vie, quoi. Quand t'as vécu des trucs, là, enfin, je veux dire, c'est... quelle expérience. Et puis, t'as l'impression, tu sers une cause, quoi. Enfin, c'est... oui. Maintenant, s'il veut faire radar, enfin s'il veut faire une spé que je trouve moi un peu de garage, après, comme je dis, il faut de tout. Il faut que ça plaise. Maintenant,
moi je trouve qu'on y gagne à informer correctement les gens, à leur dire voilà comment c'est, voilà ce qui t'attend, voilà la perspective. Tu signes ? Ok. Mais qui découvre les choses en cours de route ? Non. Moi je trouve que c'est pas une bonne chose. Ok. Voilà. Top, merci beaucoup François pour tout cet échange. J'aurais 2 dernières questions pour toi, questions rituelles du podcast IFTTD. La première, c'est est-ce qu'il y a une ressource que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs ? Oui, alors j'ai travaillé avec une personne ultra compétente qui s'appelle... j'ai collaboré avec lui parce que il était mon client. Il s'appelle Xavier Pestel. Et donc, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Xavki, Xavki. Et je trouve que sa chaîne, elle est fantastique. Donc, je recommande. Il va parler aussi bien de DevOps que de Kubernetes, il s'intéresse à tout. Il s'intéresse à tout, et puis quand il va dans un sujet, il y va à fond. Et il commence à avoir maintenant beaucoup de vidéos, beaucoup de sujets, et je trouve que il gagne à être connu. Voilà. Ça marche. On mettra le lien en description. Dernière question, qui est la question aussi la plus ancienne de ce podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Espace. Plutôt espace. Ouais. Top. Merci beaucoup François de cet échange. Merci à toi Bruno. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, un parcours un petit peu différent de ce qu'on peut attendre habituellement. Voilà, moi j'aime bien vous faire découvrir comme ça des parcours différents, des technos différents, des environnements différents. C'est comme ça qu'on s'ouvre un petit peu les chakras, en voyant un petit peu comment ça se fait ailleurs, quels que soient les contextes. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de partager ce podcast autour de vous, de faire que ce soit les compilés, les versions refacto, que ce soit les épisodes sources comme celui-ci, et que ce soit sur Twitter, sur différents réseaux, sur TikTok, enfin bref. Merci beaucoup, parce que c'est ce qui me permet de continuer à faire ce podcast, c'est ce qui me permet de rencontrer des gens qui ont vécu plein de choses différentes, et du coup de m'enrichir personnellement. Vous voyez ce que je veux dire, hein, pas financièrement, bref. Je vous remercie beaucoup en tout cas de tout ça. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.